Alors, je veux me présenter rapidement. Je suis Hugo, je suis community advocate chez Friends and Figma et en parallèle, je suis design ops chez Canal+. On fera un petit tour de table. Commençons par Alexia. Volontiers. Enchantée tout le monde. Je m'appelle Alexia. Donc, je travaille chez Figma depuis maintenant à peu près 1 an et demi, bientôt. Wow. En tant que designer advocate. Et alors, je pense que tu allais peut-être poser la question, mais du coup, je vais pré-faire la question de Oui. c'est quoi un designer advocate. Tout à fait. C'est la question que j'entends le plus. En gros, j'étais designer avant de rejoindre Figma et j'étais embauchée par Figma pour notamment parler en fait aux autres designers francophones de problématiques de designer. Donc en gros, je suis une espèce d'entité interne dans les bureaux parisiens, parce qu'on a des bureaux à Paris, qui amène en interne l'expertise design, parce qu'on a pas beaucoup de gens dans les bureaux parisiens spécifiquement, enfin, on n'a pas d'équipe produit à Paris, donc on a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui comprend un peu le métier, et ça ressemble à quoi dans le quotidien de créer des produits from scratch avec des designers, des développeurs, etc. Et puis en fait, de l'autre côté, je participe beaucoup à ce type d'événements communautaires pour prendre un peu le pouls sur ce qui se passe aujourd'hui dans nos métiers, quels sont les besoins des designers et des développeurs, et du coup les ramener en interne et partager ça. Donc il y a une petite dimension UX Research un peu aussi. Donc c'est un peu, voilà, j'aime bien le définir comme un rôle à double tête où je parle à l'interne, mais aussi j'amène des choses à l'externe, parce que aussi je fais un peu d'éducation sur le produit, du coup notamment quand on a des grosses sorties, comme on en a eu hier soir avec Framework. Voilà. Je passe la parole à Naïma. Naïma. Bonjour, moi c'est Naïma. Ça marche, ouais. Je suis product designer chez Canal+. Je suis collègue d'Hugo. Je travaille sur le run de MyCanal, donc notamment le player et toute la partie engagement. Et je suis également référente en accessibilité numérique côté design pour MyCanal. Et là, pour le coup, c'est transverse à tous les périmètres. Voilà. Et du coup, l'année dernière, j'ai été speaker pour la config 2023 au sujet de l'accessibilité et comment est-ce que chez Canal+, on a réalisé des tests utilisateurs avec des personnes aveugles pour qu'ils puissent, comme n'importe quel utilisateur, regarder un film, un match ou peu importe le contenu qui les intéresse. Voilà. Eh ben, je vais me présenter. Moi, c'est Nabil Amara. Moi, je suis web designer chez Prodigious, qui fait partie du groupe Publicis. Je suis web designer depuis 2 ans et demi maintenant, 2 ans et 3 mois. Et je suis Figma enthousiaste depuis plusieurs années, depuis 4-5 ans. Vraiment, je suis Figma énormément, le produit, la culture d'entreprise, etc. Ce que je fais, moi, chez Prodigious, comme c'est une société de production de films, c'est vraiment pas le cœur de métier, l'UX design, le web design. Mais en fait, ils ont un pôle digital chez Prodigious dans lequel ils produisent des bannières, des productions digitales. Et ce que j'ai pu mettre en place chez Prodigious, moi, avec Figma, c'est un système de production d'assets automatisé avec Figma grâce aux fonctionnalités de Figma. Donc en fait, nous, on n'utilise pas Figma forcément pour du web design, mais plus pour produire de manière un peu innovante, avec tout un système de process qui permet à tous les corps de métier, donc que ce soit les créatifs, les chefs de projet, les clients, etc., de pouvoir accéder à Figma et à la production et au travail qu'on fait facilement et simplement avec une vraie couche pédagogique. Et j'ai participé à la config 2023 l'année dernière, en juin 2023. C'était super. Et je vais vous en parler de tout ce qui m'a amené à y participer, puisque c'est aussi Prodigious qui a financé le voyage. Et je vais vous parler un peu de tout le contexte de cette aventure. Parfait, on aura le temps de vraiment présenter et parler sur cette partie-là. Avant de commencer, en tout cas, cette partie, j'aimerais bien revenir sur les bases et expliquer un peu ou présenter c'est quoi Config et depuis quand elle existe et c'est quoi l'intérêt d'avoir en fait cette conférence tous les ans. Pour ceux qui ne connaissent pas Config, c'est la grosse conférence annuelle de Figma qui a commencé, alors la toute première version de Config, c'était en 2020 et c'était en présentiel à l'époque. C'était en février ou en mars 2020. Donc vous me voyez venir, il s'est passé un petit truc derrière qui a fait que les 2 éditions qui ont suivi de 2021 et 2022 n'ont pas été en présentiel, ont été 100% virtuelles. Et en fait, 2023, donc l'année dernière, c'était la première fois qu'on revenait en présentiel à 100%. C'était un très gros challenge parce qu'entre 2020 et 2023, Figma, c'est devenu une toute autre bête. C'est une toute autre échelle.
c'est beaucoup plus Dieu sur ce qui se passe dans la boîte et ce que la boîte va faire. Et donc c'est un gros challenge qui était assez intense à vivre de l'intérieur, surtout que j'ai commencé du coup en fin novembre 2022 et que le projet config, toute la logistique s'est lancée tout début de l'année 2023. Donc j'étais dans le bain assez rapidement. Mais en gros, c'est une conférence pour tous les gens qui construisent des produits. CSF, l'année dernière, ça ressemblait à peu près à ça. Vous voyez, une grande salle, ça c'est la salle de keynote principale qui pouvait contenir jusqu'à 2000 personnes, où il y a eu la keynote du coup de démarrage, on a fait toutes les nouvelles annonces des nouvelles features, et puis on a eu aussi nos plus gros speakers dans cette salle-là au fil des 2 journées de conférence. Aujourd'hui, cette année, ça va ressembler à quoi ? En gros, on va avoir 5 thèmes principaux à Config cette année. On va parler de comment amener des produits de zéro à héros. On va parler beaucoup de design craft, et c'est aussi un peu pour contrebalancer toutes les talks qui vont être plutôt sur l'innovation et notamment l'IA, parce qu'on va beaucoup parler d'IA, on ne peut pas y échapper. Mais on a aussi un parti pris d'avoir pas mal de speakers que j'appellerais un peu wildcard, un peu des chevaux noirs qui nous viennent du milieu de l'audiovisuel, qui nous viennent du cinéma, qui nous viennent de l'art, des installations d'art. Donc des choses qui ne sont pas forcément directement connectées au design, mais qui, je pense, vont quand même nous ramener une bonne bouffée d'air frais, créative. À un instant, on en a bien besoin en tant qu'industrie. Et puis, on va aussi parler développeurs et on parler design system parce que c'est d'actualité, ça concerne énormément de monde. Et puis que les développeurs et les designers, petits cœurs, on devrait s'aimer beaucoup plus qu'on ne s'aime aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est à peu près les 5 thèmes sur lesquels les sessions vont être splittées cette année. Et du coup, 26-27 juin, pour ceux qui n'avaient pas les dates en tête, on peut s'enregistrer totalement gratuitement en ligne et venir en personne. Si ça intéresse des gens, on peut en parler un peu après. Voilà, bref, j'ai fait une grosse aparté juste pour présenter Config. On peut retourner à la... Maintenant qu'on a le contexte, on peut revenir à peu près de la discussion de ce qui s'est passé l'année dernière, si tu veux. Yes, tout à fait. Avant de revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière, j'aimerais bien rebondir sur le fait, c'est quoi le rôle, en tout cas ton rôle à toi, autant que designer advocate, dans le process de config chaque année? Tout à fait. Alors, chaque année, ça fait que 2 ans que je le fais, et encore cette année, c'est pas encore fini. Mais alors, il faut savoir qu'en tant que designer advocate basé en dehors des États-Unis, c'est vraiment le moment. On travaille un peu en transverse à l'international le reste du temps, mais Config, c'est vraiment le moment qui cristallise cette collaboration le plus. On travaille vraiment quasiment exclusivement avec ce qui se passe côté américain. Et on est une équipe de maintenant 19 à l'international, et on est tous branle-bas combat sur les devants de ce qui se passe en termes de préparation. Notre rôle, il commence dès la sélection des speakers, où en fait on fait beaucoup de travail de partage d'assets pour essayer déjà de communication pour dire aux gens on cherche des speakers. Déjà, l'année dernière, on a beaucoup travaillé là-dessus. Essayer du coup de sortir aussi quelques ressources qui peuvent aider les gens à postuler avec des sujets qui vont être intéressants. Et derrière, une fois qu'on a les speakers qui sont sélectionnés, on fait beaucoup de travail d'accompagnement. C'est-à-dire que, et ça je crois que c'est un truc que beaucoup de conférences ne font pas et que je recommande beaucoup à ceux qui organisent des conférences de penser à faire. En tant qu'advocate, on vient accompagner et préparer, on fait 3 sessions séparées avec au minimum, peut-être parfois 4, avec chaque speaker en amont de la conférence pour suivre la progression sur les 2 mois qui précèdent et s'assurer qu'à chaque moment ils sont prêts, ils tapent sur les différentes milestones qu'ils doivent avoir et que le jour J, une semaine avant, ils ont les présentations calées, que tout est bien fait, que le PowerPoint il est quali, le storytelling il est fluide. Et cette préparation-là, en fait, je sais qu'une des speakers, pas Naïma, que j'ai aussi accompagnée, mais qui s'appelait Christina, elle me disait, en fait, elle avait déjà été speaker sur d'autres conférences et elle n'avait jamais eu cet accompagnement-là. Et je pense que ça fait beaucoup de différence sur la qualité des présentations derrière qu'on est capable de sortir. Ça ne sort pas de nulle part, c'est pas juste que des très, 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 très bons speakers, même si ça l'est aussi. Il y a beaucoup de préparation en amont qu'on ne voit pas. Et je sais qu'au début, ça m'intimidait énormément de le faire parce qu'on me met à côté de gens qui savent très bien ce qu'ils font et qui maîtrisent totalement leur sujet. Et il y a un peu ce côté syndrome de l'imposteur de mais qu'est-ce que je suis moi pour venir leur dire comment raconter leur histoire. Mais en fait, ça aide vraiment d'avoir cette perspective externe, de voir un peu d'un point de vue naïf comment la présentation va se passer et de pouvoir juste dire là, il y a des endroits à vulgariser. Là, au contraire, il y a des endroits où je sais que ça va intéresser, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Et je suis sûre que les gens que je connais, ça va aussi beaucoup les intéresser. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller plus loin et d'aller creuser. Et puis, en fait, d'arriver aussi à travailler sur la trame générale, le storytelling. Comme je disais, ça, je pense que n'importe qui se met en position d'écouteur, en fait, arrive à avoir un feeling pour ça. Et c'est vrai que quand on est en train de travailler sa propre histoire, parfois, on n'a pas forcément le recul de voir ça.
Donc voilà, donc c'est un point que je recommanderais à toute personne qui organise des conférences ou des talks, c'est travailler main dans la main avec vos speakers pour préparer le matériau. C'est pas, voilà, en gardant cet œil naïf, sans savoir mieux que ce dont ils vont parler, mais je pense que ça aide énormément. Donc il y avait la partie speaker, et puis alors, je vais essayer de faire plus rapide, désolée. Il y a beaucoup de dogfooding. On sort une grosse partie des très grosses fonctionnalités à config. Donc l'année dernière, on a sorti les variables, on a sorti beaucoup de choses sur le prototypage, on a sorti DevMod. Et tout ça, évidemment, c'est des choses qui se préparent des mois à l'avance, qui sont en travail des mois avant. Il faut savoir que du coup, avant que ça arrive dans Figma, nous, on a une application de staging. Donc tout ça, nous, on l'utilise aussi quotidiennement à côté dans notre application tierce. Et du coup, comme on travaille énormément sur la préparation d'assets pour le jour J, qui vont sortir, que ce soit les fichiers de démo qu'on utilise pour les keynotes ou carrément les fichiers Playground qui vont être publiés directement le jour J à l'instant T où les annonces sont faites. Les fichiers Playground en particulier, c'est tous les avocats qui les construisent. Et du coup, ça nous amène à tester et à faire beaucoup de QA en amont. Donc, on est les mains dans le produit quelques mois avant et on fait remonter. Il y a souvent encore des bugs qui restent à ce moment-là. Donc, on est en train d'essayer de monter et on va du coup continuer à faire ça cette année aussi également. Et le dernier, c'est qu'on est intervenant aussi accessoirement. Donc, de la même façon que Naïma était speaker sur scène, j'ai une partie de mes collègues qui ont aussi été speakers sur scène pour faire des deep dives. Donc, on se prépare aussi à intervenir en personne le jour J. Et il y a une partie d'entre nous, dont je faisais partie, qui sont speakers, mais sur la partie virtuelle. Il y a toute une partie pour les gens qui ne peuvent pas nous joindre en personne qui est totalement gratuite. Le jour J, on peut accéder à tout en live, en direct, à toutes les conférences. Et en fait, comme dans la vraie vie, en présentiel, dans le Moscone Center, il faut que les gens ils bougent de salle entre chaque conférence. Que c'est un grand espace. On se met des bloqueurs à peu près de 30 minutes pour laisser aux gens, en gros, faire leur vie, aller aux toilettes, etc. Mais dans la vie virtuelle, du coup, ça fait 30 minutes où il faut avoir des choses intéressantes à raconter. Et donc, c'était mon équipe notamment qui a assuré cette partie-là, à la fois l'animation, puis le contenu, la création du contenu, du coup, qu'on mettait à disposition le jour J dans ces petits blocs de 30 minutes entre chaque conférence. Voilà. J'ai une toute dernière question. Est-ce que en fait, on peut citer les prérequis pour postuler, en tout cas, en tant que speaker dans Config? Est-ce que, par exemple, il faut être fluent en anglais pour vraiment, en tout cas, être speaker? C'est quoi vraiment les prérequis pour postuler? Alors, j'allais dire, c'est compliqué à dire et en même temps, tu as raison. Donc, là, effectivement, il y a un prérequis qui est le fait de parler anglais parce que c'est une conférence qui, aujourd'hui, se passe aux États-Unis en présentiel, qui est en présentiel, évidemment, c'est majoritairement des gens d'Amérique du Nord qui font le voyage. Donc, le jour J, même si on a une traduction en langage des signes le jour J, quand on l'avait l'année dernière. Cette année, je ne sais pas exactement logistiquement ce qu'on aura et ce qu'on n'aura pas en présentiel encore. Mais donc, sur la partie... Par rapport aux contraintes qu'on a en présentiel, English obligatoire. Par contre, c'est vrai que sur la partie virtuelle, on n'est pas obligé de parler anglais pour assister à la partie virtuelle. En virtuel, on va avoir, cette année, c'est déjà certain, on aura des traductions en direct, en sous-titres sur beaucoup de langues différentes, dont le français. Ça sera full accessible en français. Mais ouais, pour être speaker, en tout cas, il faut parler anglais. Et alors après, sur les autres, ça varie tellement. Les critères l'année dernière n'ont pas été exactement les mêmes critères que cette année. Et c'est très difficile de prédire parce qu'en fait, c'est très dépendant de beaucoup d'autres facteurs qui sont externes à la valeur intrinsèque des personnes qui postulent. C'est pour ça que j'ai du mal un peu à définir ça. C'est-à-dire que c'est évidemment dépendant de facteurs externes qui sont liés à, en fait, c'est quoi le sujet que nous, on va aborder cette année-là. À la fois d'un point de vue de roadmap, des choses qu'on va sortir, une espèce de cohérence d'histoire qu'on doit raconter au fil de la conférence. Donc parfois ça match, parfois ça match pas. Et ça n'a rien à voir avec la valeur de la candidature, c'est vraiment juste une question de fit. Puis aussi c'est très lié à ce qui se passe en fait, par exemple, je pense que je peux en parler, cette année on a reçu énormément de candidatures design system. Donc forcément, n'importe qui postule avec un sujet design system va être à un niveau de compétition beaucoup plus élevé versus un autre sujet. Donc il y a aussi une dimension en fait, qu'on ne contrôle pas du tout, qui est juste qui postule avec quoi. Et évidemment, on va essayer d'avoir un programme qui est à peu près assez divers et qui va avoir un peu des choses d'intérêt pour tout le monde. Donc voilà, parfois c'est juste aussi qu'est-ce qu'il y a contre, qu'est-ce qu'il y a en face qui postule avec des sujets similaires. Donc c'est très compétitif. Très très clair en tout cas. J'aimerais poser la question à Naïma. Là, du coup, comment tu as eu l'idée de postuler à Config l'année dernière? Alors, c'était pas mon idée. C'était l'idée de ma head of, Vanessa Guillotto, qui est la head of product design de l'équipe MyCanal, avec qui on travaille tous les deux d'ailleurs.
Et donc, c'est elle qui m'a suggéré de postuler parce que je travaillais sur la partie accessibilité. On avait fait plusieurs tests, tests utilisateurs avec des personnes en situation de handicap. On essaye vraiment chez Canal+, en tout cas l'équipe de MyCanal, de travailler sur l'accessibilité du produit. Et donc, elle m'en a parlé en me disant que ça pourrait être une opportunité. J'ai postulé pour être uniquement pour lui faire plaisir. Et je pensais pas du tout que c'était possible. Et au final, c'était possible. Voilà. Très bien. Et du coup, si on peut creuser un peu sur ce qu'on peut essayer de faire le zoom sur l'avant, avant le jour J, le jour J, et en fait, après, qu'est-ce que ça t'a laissé config, en tout cas, en toi, si tu nous parles un peu de la préparation, en tout cas avant le jour. Alors, je vais peut-être parler des difficultés Ouais. que j'ai rencontrées Oui. avant le jour J. Avant que tout se soit fait. En réalité, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on maîtrise notre sujet, on a travaillé sur les process design, on sait ce qu'on a pu fournir au sein de notre équipe et de notre produit. Mais je ne suis pas speaker. L'anglais, je comprenais très bien, mais pour en parler, j'avais jamais vraiment pratiqué la langue. Et puis, en fait, on avait aussi travaillé sur le projet de l'accessibilité depuis plusieurs mois. Et donc, il fallait trouver le bon discours qui allait rentrer dans 20 minutes de talk, qui soit assez concis, précis, pour que les designers aient un takeaway. Et que, étant donné qu'on avait énormément travaillé pendant des mois et qu'on avait appris tellement de choses et qu'on avait envie de partager tellement de choses, il fallait tout simplement se restreindre à donner des tips qui soient actionnables tout de suite pour n'importe quel designer qui va regarder la conférence. Et donc, je pense que c'était ça le plus gros challenge, c'était de se dire... on a beaucoup de choses à dire. On a aussi des contraintes politiques qu'on doit respecter par rapport à la confidentialité qu'on a envers le groupe Canal+. Et donc, on a essayé, en tout cas, en travaillant avec Alexia et avec aussi d'autres personnes de chez Figma, notamment Hugo, qui nous avait aussi accompagnés, de trouver un discours qui allait tout simplement évoquer comment est-ce qu'on a travaillé sur le projet du début jusqu'à la fin, en passant par la partie management, ensuite les tools, ensuite comment est-ce qu'on l'a actionné, les process qu'on a pu mettre en place, et également travailler une presse qui allait illustrer le discours et le talk. Et en vrai, tout ça, c'était pas vraiment facile, parce qu'il a fallu réitérer, retravailler, travailler l'anglais aussi. Et puis essayer de pas trop se faire manger par le stress, par l'appréhension, puis assurer aussi le run à côté qu'on a. Effectivement, voilà, c'est ma suivante question. Ouais. C'est qu'en fait, comment tu as pu gérer, parce qu'il y a la préparation de la conf, mais aussi il y a le run, ou en tout cas ton travail quotidien chez Canal. Comment tu as réussi en tout cas de jongler entre les deux parties, quoi? Alors, pour être tout à fait transparente, Config, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment un gros investissement. Je ne pensais pas... au départ, je me suis dit, on va écrire un talk, on va le travailler, on va avoir un rendez-vous une fois par semaine, et puis c'est bon, on va passer 5 heures dessus, ça sera fait. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que comme l'a dit Alexia précédemment, en fait, c'est un discours qui va être... c'est des designers du monde entier qui vont regarder le discours, donc il faut vraiment trouver les bonnes formules, les bonnes choses à dire, et encore une fois, les bons tips à donner pour que ce soit actionnable à un maximum de personnes. Donc ça a pris énormément de temps de préparation. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'avec Vanessa, ma head-off, on a pu par moment laisser un peu de côté le run de MyCanal pour pouvoir se concentrer à Config. Donc là-dessus, on a eu vraiment de la chance. Mais oui, c'est quelque chose qui prend énormément de temps et d'investissement.
Je me souviens qu'effectivement, on a vécu cette aventure ensemble. Et de façon générale, en fait, je pense qu'une des difficultés, et c'est pas juste, c'était pas juste toi, c'est, je pense, en France de façon générale, c'est vraiment cette idée du format 20 minutes keynote à l'américaine, qui est très différent, je pense, de la façon dont on a l'habitude de présenter des sujets. Nous, généralement, en France, quand on va dans des meet-ups, c'est souvent des sujets d'une heure, qui sont très linéaires, avant c'était ça, après on a fait ça, et puis voici, tada, le résultat. Et en fait, c'est pas du tout la même façon de tenir un discours. Et là où les Américains sont très rodés et intuitivement arrivent à faire ce format keynote, je sais pas si c'est un truc dans le système éducatif qui fait que, voilà. En fait, nous arriver à du coup nous mouler dans ce format-là, c'est là où il y a vraiment eu le gros du travail, hein, d'arriver à répondre à ces attentes, à ce type de format, du coup, et ouais, d'avoir un vrai story, enfin à l'américaine, quoi, le show à l'américaine, un storytelling catchy, un truc qui avance vite. Et en 20 minutes, des choses comme disait Naïma qui sont actionnables et que les designers peuvent en retirer. Et effectivement, je pense que c'est un challenge ultra intéressant. Enfin, peut-être que tu en parleras mieux que moi, mais j'encourage vraiment en fait à n'importe qui. Enfin, je pense qu'on est bon en tant que designer naturellement en storytelling, mais sur le storytelling culturellement qu'on connaît. Et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre de l'approche storytelling américaine. Même si on n'est pas forcément très habitué, je vous encourage vraiment à regarder des ressources. En fait, c'est une vraie science. Il y a vraiment des méthodes qu'on peut appliquer et on n'est pas obligé de faire tout le temps les mêmes façons de raconter des histoires. Et je pense que c'est un peu, je lance la bouteille à la mer parce que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'on commence à prendre un petit peu en France. C'est vraiment se challenger sur cette notion de storytelling quand on fait des présentations et de penser un peu au-delà du moule habituel de la trame chronologique qu'on va dérouler. Voilà, qu'on se rend de la même façon qu'on est créatif dans les produits qu'on crée, être créatif aussi sur les histoires qu'on raconte et comment on les vend. Et voilà, ma petite bouteille à la mer. Faites-en ce que vous voulez. Pour ça, je vous conseille vraiment de regarder la conférence de l'année dernière avec la VP Design de Google, qui, elle, a vraiment eu un storytelling de dingue. C'était une conférence, on était limite émus de regarder ça. Je vous conseille vraiment d'aller regarder la conférence. Je vous en dis pas plus. Et si on parle un peu sur place, en tout cas, le jour J, comment ça s'est passé, comment s'est déroulé en fait ton passage? Alors, déjà, c'était un shot d'adrénaline de malade. En fait, donc, on arrive le matin. La chance qu'on a eue, c'est qu'on passait direct après la keynote, donc on n'a pas eu le temps de stresser. Enfin, plus que ça. Donc on arrive, déjà on a des répétitions avant le jour J. Donc quand on arrive à San Francisco, on rencontre l'équipe de Figma. On a des répétitions au siège de Figma, on rencontre les différentes personnes qui travaillent là-bas, on rencontre aussi les designers, les différents speakers qui vont faire leur talk. Donc on échange. Ce qui est super cool, c'est qu'on peut échanger sur les méthodes de design, sur les projets sur lesquels ils travaillent. J'échange avec des personnes de chez Netflix, Bumble, New York Times. Enfin, c'était vraiment dingue. Donc on fait une répétition chez Figma. Ensuite, le jour J, répétition chez Figma. Ensuite, répétition au Moscou. C'est quoi? C'est le centre où on a présenté. Oui. Ouais, c'est où on a présenté. Donc ça fait 2 répétitions. Et ensuite, le jour J, on arrive. On se fait chouchouter, maquiller. Ça, c'était cool. J'ai le t-shirt. De quoi? Ah oui. Alors, oui. Alors nous, on y est allé aux bonnes... on était dress code Canal+, du coup, on s'est habillé tout en noir, sauf qu'on ne pouvait pas, parce que... Vu que les écrans sont noirs, on ne pouvait pas, sinon on avait dit avec eux vos têtes qui allaient flotter, donc il fallait que... Du coup, on s'est retrouvés avec des t-shirts beige. Et donc, le jour J, en fait, on arrive, on monte sur scène, et en fait, c'est lancé. Et c'était incroyable, en fait, parce que on voit tout le travail qu'on a donné. Là, on est devant le fait accompli. Il n'y avait pas Alexia, parce qu'elle était côté... C'est dans mon aquarium. C'est ça. Et puis, moi, je tremblais, mais je regardais les Français qui étaient là pour me sentir plus à l'aise. Et c'était incroyable. Et puis, en fait, au bout de 20 minutes, c'est terminé et on se dit... ok, ça y est, c'est fait. Et pourquoi j'ai autant stressé? Parce qu'en fait, le plus important, c'était de profiter. Une
Une avant-dernière question, qu'est-ce que tu as apporté en fait config autant que designer après, en tout cas au jour de la conférence? Alors, ça m'a énormément apporté. Tu parles après config Après config, ouais. ou juste ok. Après config. Ça m'a énormément apporté, surtout par rapport à l'accessibilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que travailler sur l'accessibilité, parfois, c'est un sujet il faut rester motivé tout au long, parce que l'accessibilité, c'est pas un travail sur lequel il peut y avoir toujours du budget ou du temps à consacrer au sein d'une entreprise, en tout cas pas au sein de Canal+. Et donc, en fait, le fait de recevoir, enfin, le fait que énormément de designers ont pu voir la conférence, j'ai reçu énormément de messages et j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes sur les méthodes de design ou sur où est-ce qu'ils en sont eux par rapport à l'accessibilité, ce qui m'a permis de garder une certaine veille et une certaine motivation pour me dire que même si là tout de suite sur mon produit j'ai pas le budget ou j'ai pas le temps pour continuer à mettre en place des nouvelles features ou à actionner des nouvelles choses, ça me permet quand même de continuer à échanger et de rester motivé pour continuer à travailler sur le sujet de l'accessibilité. Donc il y a ça. Puis sur le plan un peu plus design perso, honnêtement, ça m'a donné une certaine notoriété qui m'a permis de faire d'autres conférences en anglais en plus, notamment l'année dernière pour Amadeus, pour la semaine du handicap où j'ai fait une conférence pour eux. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir des portes pour devenir mentor chez Hexagon UX. Je vais bientôt devenir formatrice aussi par rapport à ça. Donc en fait, ça donne une certaine notoriété qui est plutôt cool. Très bien. Voilà. Si tu as 3 conseils à donner pour devenir en tout cas speaker dans des gros events comme Config, ce seront quoi? Alors, le premier, c'est de préparer son talk et surtout ne pas hésiter à réitérer, à tester plusieurs façons de formuler ses phrases, plusieurs façons de raconter l'histoire, plusieurs façons d'illustrer les boards. Et surtout de partager avec les personnes, si c'est pour Config, à l'occurrence avec Alexia, ou si c'est pour une autre conférence, d'échanger avec les personnes qui vous ont demandé de faire la conférence pour comprendre c'est quoi les besoins. En deuxième, je vous conseille vraiment, au départ quand on m'a conseillé ça j'ai rigolé, mais entraînez-vous devant un miroir ou même avec vos proches, parce qu'en fait ça va vous permettre de mieux travailler votre ponctuation, la façon dont votre élocution, la façon dont vous parlez et surtout les temps de repos. Voilà, c'est hyper important de faire ça. Le troisième point, surtout d'éviter de stresser, de kiffer chaque moment qui vous est offert. C'est vraiment une expérience de dingue. Profitez de chaque moment, de chaque échange et garder. Ça peut être quelque chose d'assez impressionnant, mais au final, vous parlez de vos projets, de ce sur quoi vous allez travailler. Et rien que pour ça, en fait, il faut kiffer de chaque moment et chaque échange. Voilà. Très bien, merci. Si on se concentre maintenant sur l'expérience en tant que, pas speaker, mais en tout cas, si tu nous parles un peu de ton expérience ou ton voyage à SF, c'est quoi plutôt le déclic qui t'a dit que ouais, je vais aller en fait assister à Config en présentiel? Après, en fait, je ne sais pas s'il y a eu un déclic en particulier. Il y a eu un événement qui m'a fait que, oui, là, je me suis dit, je vais aller à San Francisco, je vais aller à la Config. Mais en fait, c'est aussi un travail personnel dans le sens où en fait, moi j'adore Figma et j'adore le produit, je l'ai vraiment suivi et j'adore son évolution aussi. Ce qu'il apporte pour les designers, je trouve qu'il y a une vraie plus-value. Et en fait, j'ai commencé à participer à toutes les communautés en novembre 2022, donc il y a déjà 1 an et demi, à vraiment être actif aux events, venir, être présent en fait et participer au réseautage et puis à rencontrer des gens et puis parler, etc. Et de fil en aiguille, en fait, on se sent un peu porté dans ce moule de on a envie de partager notre travail, on a envie d'aller plus loin dans notre travail, on a envie en fait d'évoluer, on a envie de connaître des gens, etc. Et puis de voir un peu d'autres horizons aussi sur ce qui se passe dans l'industrie en fait en général. Et avec mon travail, avec ce qu'on a fait chez Prodigious, donc qui était de créer un système de production de bannières automatisé pour tous les corps de métier,
de fil en aiguille, en fait, on a discuté. Puis en fait, c'est toi, Hugo, qui m'avait dit ça peut être super si tu peux le présenter avec Friends of Figma. Ensuite, après quelques mois, je l'ai présenté. Et en fait, c'est ce projet-là que j'ai présenté avec Friends of Figma sur lequel en fait, j'avais postulé pour être speaker à la config. Et ensuite, à partir de ça, en fait, j'ai eu la réduction pour être, présent, avoir le billet en fait gratuitement. Et c'est vraiment ce moment-là que je me suis dit, j'ai le billet qui coûtait quand même 300 et quelques. J'y suis allé quoi, et je me suis dit, c'est parti quoi. Et c'est à partir de là que j'ai enclenché avec Prodigious, avec Publicis, tout un process pour que Publicis, Prodigious accepte de m'envoyer là-bas en échange, global. Quoi. Et d'ailleurs, si on rentre un peu de détail sur la partie, comment tu as convaincu en tout cas ton entreprise d'avoir financé, parce que ça a un coût derrière, comment tu as pu en fait convaincre ton entreprise, ou si tu as des tips à nous donner ce soir? En fait, moi, je l'ai toujours considéré comme un échange dans le sens où déjà, moi, je fais un travail personnel dans la communauté où je m'investis, où je vais en fait essayer d'aller plus loin aussi dans mon métier pour Prodigious, parce que je suis quand même salarié chez Prodigious, donc je vais quand même aller apporter tout ce que je travaille de manière personnelle pour l'agence. Et donc, ce travail-là, je pense qu'il y a vraiment un travail personnel lié à la communauté, lié à sa motivation en fait en personne. Quand on est passionné, on a envie d'y aller, on a envie d'aller plus loin. Et je pense que c'est vraiment cette première partie-là qui a fait que j'avais envie d'y aller et puis de les convaincre de m'y emmener. Et ensuite, il y a toujours un côté aussi professionnel pour qu'est-ce que en fait, ça va apporter à Prodigious. Et dans ce cas-là, en fait, moi, en tant que référent Figma chez Prodigious, du groupe Publicis, j'ai pu me mettre en valeur entre guillemets pour les convaincre que en fait ça pourra apporter de la légitimité sur le travail de Prodigious et sur les nouveaux projets qu'ils ont prévus. Donc par exemple, ils avaient un nouveau projet de formation, d'organisme de formation, et l'idéal en fait c'était de montrer que en tant que personne qui participe à une conférence internationale qui est une des plus grandes conférences de design du monde aujourd'hui, ça apporte cette légitimité-là pour que Prodigious, pour que l'agence aille plus loin et accepte de financer le voyage en échange de procédés équivalents, quoi. Je te reposais la question, Alexia, si tu as des tips aussi pour convaincre en fait les entreprises à financer en tout cas les designers à Alors, être j'allais sur te renvoyer place. la question avant, parce que je pense qu'une des spécificités, en fait, tu t'es positionné toi-même dans Prodigious, comme tu disais, en tant que référent Figma. Et du coup, comment est-ce que tu fais ça? Parce que, en plus, à l'époque où ça a commencé, je crois que tu as commencé très tôt dans ta carrière chez Prodigious. Et tu t'es quand même positionné assez rapidement en tant qu'expert Figma en interne. À quoi ça ressemble? En fait, moi, j'ai un background de directeur artistique et je me suis pas reconverti, mais en tout cas, j'ai fait une formation complémentaire du UX designer début 2021, après un deuxième master. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que Prodigious, c'est pas une agence de product, c'est pas une agence de UX, c'est pas une agence de web design. Donc, en fait, cette particularité-là, cet aspect unique en fait de l'agence, et moi qui arrive en tant que web designer, ça permet en fait de placer une personne et de la mettre en valeur sur ce métier-là, parce que justement, c'est pas le cœur de métier de l'agence. Donc en fait, on peut tirer l'épingle de son jeu en faisant comme ça, en fait, en essayant de trouver un moyen pour que son métier soit unique et soit valorisé d'une certaine manière. Et avec Figma, en fait, ce qui est bien avec Figma, c'est que c'est pas juste un logiciel de web design, c'est pas juste un logiciel de design d'interface. On a beaucoup d'applications associées à cet outil, et en fait, toutes ces applications-là, en fait, elles sont déportables sur différents aspects de présentation, de production, de création, et ça, il faut vraiment les mettre en valeur pour aller plus loin. Et trouver une plus-value en fait au travail qu'on réalise, quoi. Voilà. Encore une fois, si vous avez besoin d'arguments, si vous avez besoin de chiffres, etc., n'hésitez pas à venir me voir, que ce soit en personne ou dans ma boîte email LinkedIn. Et je peux essayer de voir ce que je peux vous envoyer comme document. D'ailleurs, Nabil, tu as parlé expérience. Si tu peux nous raconter un peu comment tu as planifié, ou en tout cas tu as optimisé ton voyage à SF.
Ouais, carrément. Je voulais juste revenir quand tu parlais justement de réseau. Enfin, franchement, ça va au-delà de ça. Il y a vraiment des amitiés qui se sont forgées aussi pendant ce voyage avec l'effervescence de l'énergie de la config et tout. Donc, c'est vivre les conférences en fait en présentiel. C'est l'expérience qui est changée. Le contenu restera le même. Vous tirerez la même chose. Mais en fait, en termes d'expérience, en termes de souvenirs et en termes d'impression, en fait, c'est vraiment en présentiel que vous en tirerez encore plus de choses, même si bon, le contenu évidemment sera le même. Mais Les bons déjà, la première chose à faire, c'est pas oublier les stats, le visa, on va pas l'oublier. Après, pour optimiser, trouver un hôtel près du Moscone, c'est vraiment la chose à faire à 5, 10, 15 minutes max. On va pas aller à downtown, surtout que ça peut faire loin. Les Uber peuvent être plutôt chers, mais surtout trouver des hôtels qui sont dans le Moscone au niveau de Union Square, qui est plutôt central. Il y a pas mal de choix, donc c'est plutôt trouvable. Et puis après, l'avion, je m'en suis pas occupé malheureusement, mais après on a eu 2 jours, 2 jours et demi de conférence. On a fait pas mal de choses avec l'équipe. Les jours de conférence, on était au Moscone, donc on a géré comme ça. Après, on a voyagé donc dans San Francisco, on a fait pas mal de choses. On a fait Twin Peaks, donc qui était une vue un peu plus au-dessus, une petite rando en fait limite aux abords de San Francisco. Et toujours en groupe, vraiment toujours en groupe de Français. Donc c'est vraiment là qu'on a pu forger quelque chose de fort, former quelque chose de fort. Ensuite, le Golden Gate Bridge aussi, qui est quand même un monument mythique international qu'il faudrait pas rater. Fisherman's Wharf aussi, qui est en fait le port de Fisherman, qui est plus au nord, qui surplombe en fait au niveau de la vue la prison d'Alcatraz, donc qui elle est aussi à San Francisco. Je suis pas allé à la prison d'Alcatraz, mais en tout cas elle est visitable. Elle est visitable possiblement. Elle est vide évidemment, mais en tout cas on peut y aller. Et puis surtout, non, en vérité, aller à San Francisco pour la config, on a vraiment la config en tête, on est tous passionnés, c'est vraiment ça qui ressort plus que vraiment les souvenirs de la ville. Et avec Julien Boyer de chez Nexton, on a fait un pèlerinage à la Silicon Valley. Donc on est parti voir les locaux de Google, d'Apple et la Stanford University, donc qui est là que tous les grands de la tech entre guillemets sortent. C'est quoi les nouveautés de cette édition? J'essaie de réfléchir à ce que je peux dire ou pas dans les grandes lignes. Il y a un mot-clé qui revient, qui est simplicité. Voilà, je vais vous laisser avec et vous en faites ce que vous voulez. Après, donc grosse annonce attendue. J'espère d'ailleurs, à la tête des annonces, je pense que ça sera plus facile à digérer. Alors, ça sera moins gros breaking change que les variables, je pense. Enfin, je pense que ça sera des choses qui seront peut-être plus faciles à prendre en main. Après, je ne vais pas vous le cacher, il y a de l'IA dedans. Donc, j'attends de voir ce que les gens en pensent et je pense que ça créera des conversations intéressantes. Et alors, là, c'est un peu tard, potentiellement. Alors, ceux qui veulent venir en présentiel, peut-être que c'est un petit peu tard aussi pour convaincre vos équipes. Auquel cas, discutons-en dès maintenant ou alors dès la rentrée pour voir comment est-ce que vous pouvez préparer le terrain pour l'année prochaine. Là, cette année, une des grosses choses qu'on a appris l'année dernière, c'est que, comme je disais, moi, j'ai commencé en novembre. En janvier, on a à peu près lancé la machine config et on avait à peu près 6 mois pour préparer et c'était un peu court. Donc là, cette année, on a lancé la machine en novembre. Beaucoup plus tôt. Et quand j'ai lancé la machine, c'était même pas. On a sorti le site et on a annoncé les dates en novembre. C'est-à-dire qu'en derrière, en préparation, c'était encore un peu avant. Donc j'imagine que comme ça a plutôt bien marché en termes de timing cette année, l'année prochaine, courant automne, risque d'y avoir les dates de 2025. Donc je vous invite à ce moment-là à éventuellement prendre contact et à réfléchir si ça vous intéresse d'y aller, de commencer à mettre en place un peu un plan d'attaque pour le faire. Et puis en fait, si vous voulez être speaker, accessoirement, c'est à peu près les mêmes timings auxquels il faut commencer. Alors, je me base sur cette année. On n'est pas à l'abri que l'année prochaine, ça change encore un peu. Mais si ça vous intéresse, je vous convie à réfléchir dès maintenant et à commencer à préparer dès maintenant les sujets. Parce qu'HC, ça devient de plus en plus compétitif chaque année. La barre est placée de plus en plus haute. Après, on n'est jamais à l'abri. Je pense à un des speakers français qu'on a cette année qui est ni un head-off, ni quelqu'un qui avait forcément une grosse visibilité, qui est juste venu avec un super sujet. Donc parfois ça passe aussi, même si c'est de plus en plus compétitif. Mais je vous invite vraiment à vous poser la question, à commencer à réfléchir dès maintenant à quelle histoire vous pourriez amener, comment est-ce que vous pourriez la présenter. Vraiment, ce que je dis, c'est que pour passer, il faut être très quali sur la talk qu'on présente. Et il faut vraiment venir avec une trame, une espèce de plan composé
très claire, elle va forte valeur ajoutée. C'est pas juste je viens raconter mon histoire. Il y a trop de monde qui veut être là pour que ça passe à ce niveau-là. Donc faut mettre le paquet. Merci pour votre retour d'expérience en tout cas. Est-ce que vous avez des questions, le public ou... Chez Canal+, est-ce que de participer à la config, ça a donné de la légitimité ensuite à ton travail chez Canal+? Est-ce que ça a légitimisé un petit peu plus ce que tu faisais? Et oui, voilà, c'est juste ça. Est-ce que ça a aidé en fait? Alors, honnêtement, je pense que ça m'a plus donné confiance en moi que légitimer mon poste au sein de MyCanal. Au sein de l'équipe de MyCanal. En fait, quand ma manager m'avait recrutée, elle m'avait recrutée en me disant que j'allais être référente sur l'accessibilité de MyCanal, côté design. Donc, c'était déjà dans le contrat. Donc, ce que j'allais mettre en place et les choses que je devais faire, c'était signé. Mais je pense que ça m'a plus donné confiance en moi qu'autre chose et ça m'a plus... je me suis encore plus rendu compte que j'étais légitime dans ce que je faisais. Okay. Alors, je vais reposer une question à l'équipe Canal. Est-ce que, à votre sortie de la config, vous avez envisagé des livrables en termes de marketing? Est-ce que vous avez monté une vidéo? Est-ce que vous avez fait des conférences à l'intérieur de MyCanal pour dire, bon, bah voilà, on a fait ça? Est-ce que vous avez montré des trucs à l'équipe de la com? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez communiqué en interne et en externe sur cet événement? Alors, en interne, ils étaient déjà au courant qu'on allait à San Francisco et qu'on allait faire la conf. Du coup, ils ont regardé, ils étaient déjà au courant, donc on n'a pas fait de communication en plus en interne par rapport à ce qui s'est passé. En externe, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi personnellement, et je sais qu'à Vanessa aussi, ça nous a ouvert énormément d'opportunités pour faire des conférences avec différents groupes. Elle plutôt sur le côté management, parce qu'il y a aussi une partie management dans le talk, et moi plutôt sur le côté accessibilité, comment actionner, quels sont les process à mettre en place. Et ça, c'était plutôt à l'extérieur du coup. Est-ce que Nabil pourrait aussi compléter, vu qu'en fait, il a été financé par la boîte? Donc, qu'est-ce qui... Oui, carrément. Le deal aussi, c'était de faire une restitution de l'événement, que ce soit les talks, les fonctionnalités qui étaient nouvelles, puis vraiment avec des vidéos, avec des contextualisations, des talks, en expliquant ce qu'on a apporté. En fait, en les explicitant, en fait. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai vu une dizaine de talks. J'en ai vu d'autres après en live sur Internet que j'ai pas pu voir. Et l'idée, c'est de présenter peut-être en 5-10 minutes un talk, le contenu du talk à l'agence. Et oui, c'est un super exercice parce que du coup, on récupère vraiment les datas et on fait un talk de 20 minutes. On essaye de le résumer en 5 minutes. Et ça aussi, c'était un super exercice et ça te permet vraiment de pouvoir récupérer facilement, directement le cœur même du discours. Allô, donc une question pour Naïma. En total, ça t'a pris à peu près combien de temps pour tout préparer? 2 mois, je dirais. En vrai, si. Vous vous rendez pas compte. En vrai, je pense qu'à partir du moment où on sait qu'on est sélectionné, on travaille jusqu'à ce que ce soit fini. Donc, en vrai, ouais, je dirais 2 mois. Je fais la pré-closure, tu peux faire le closure. Déjà, merci du coup, Hugo, d'avoir organisé tout ça et d'avoir animé cette table ronde. Puis du coup, merci à Algolia qui nous accueille. J'essaie de retrouver Lucas qui est parti, qui est derrière. Merci beaucoup en tout cas d'avoir mis à disposition votre très, 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 très beau bureau et d'avoir gentiment accueilli tout ça. Tout à fait. Un grand merci pour Algolia pour cette collaboration et leur accueil. C'est vraiment grâce à vous, grâce à eux qu'on est aujourd'hui, ce soir en tout cas, ici. Et merci à Naïma et à Nabil Tout à fait. d'avoir répondu présent. Merci.